Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Alors voilà, on y est. La liste du Sénégal, le champion d'Afrique, vient tout juste de tomber pour la CAN 2025 au Maroc. Oui, et la pression est palpable. La mission, elle est simple sur le papier. Simple mais redoutable. Conserver ce trophée. Et aujourd'hui, on a décidé de faire un zoom sur un poste absolument crucial dans ces compétitions. Le poste de gardien de but. Exactement. Et pour en parler, on a des sources assez incroyables. On a bien sûr les annonces officielles, mais on a aussi une interview très personnelle d'Edouard Mendy, le résumé de sa dernière victoire en club. Et surtout, et c'est là que ça devient passionnant, une analyse stratégique très poussée, pleine de statistiques. C'est ça. Et c'est cette analyse qui va nous montrer que les choses ne sont pas si simples. La question, c'est donc de savoir si ce choix du coach est un coup de génie ou, au contraire, une prise de risque énorme. Allez, on plonge dedans. On commence par la base, le rock, l'incontesté. Edouard Mendy. Le numéro 1. Il n'y a même pas de débat. C'est plus qu'un joueur, c'est une icône, le visage de la victoire de 2022. Et son aura agitant aussi de son parcours personnel, qui est juste une leçon de vie. C'est un point essentiel pour comprendre sa place dans le groupe, oui. On a parfois tendance à oublier, mais il y a quelques années, il était au chômage. Il était prêt à tout arrêter. Il était à deux doigts d'abandonner le football, oui. Et ce mental, cette force qu'il a forgée dans l'épreuve, c'est peut-être ça la première raison de la confiance absolue du sélectionneur. On ne voit pas juste un gardien. On voit un leader, On voit un leader qui revient de très loin. et ça se sent tellement dans ses mots. Dans l'interview qu'on a pu lire, il parle de l'émotion indescriptible d'avoir enfin ramené cette coupe au Sénégal. Ce n'est pas de lui qu'il parle, c'est du collectif. C'est toujours la joie collective, oui. Il raconte les scènes de folie au Havre, sa ville, avec les drapeaux sénégalais partout. Et il a cette phrase, je le cite, « Voir toute la joie que je ramène, c'est ce qui me rend fier. » On sent un homme qui porte quelque chose de plus grand que lui. Tout à fait. Il incarne ce rêve. Mais ce qui est fascinant, c'est que ce statut, il ne repose pas du tout sur le passé. On aurait pu croire qu'avec son départ en Arabie Saoudite, Qu'il serait un peu moins visible peut-être. voilà. Mais les faits prouvent tout le contraire. Il vient tout juste de gagner l'AFC Champions League Elite. Ce qui est, rappelons-le, la plus grosse compétition de club en Asie, l'équivalent de notre Ligue des Champions en gros. Précisément. Et non seulement il la gagne, mais il est aussi élu meilleur gardien de la compétition. Ah oui, quand même. Ce n'est pas rien. C'est la preuve qu'il est toujours au sommet. Et si on ajoute ses stats de début de saison, les chiffres sont là. 5 clean sheets Donc 5 matchs sans prendre de but. en seulement 9 rencontres. Donc, pour résumer, le patron, c'est toujours lui. Le débat sur le poste de numéro 1 est clos avant même d'avoir commencé. Voilà. Le décor est planté, Mendy est intouchable. On pourrait donc se dire que la suite, c'est une formalité. Que c'est du détail. Exactement. Mais c'est là, en regardant les noms qui suivent, que nos sources révèlent un truc absolument dingue. Les deux autres gardiens, ce sont Mori Diao et le jeune Yehvan Diouf. Et sur le papier, ça semble très logique. Mori Diao en numéro 2, Yehvan Diouf en numéro 3. Diao a de l'expérience en Ligue 1, Diouf fait la relève. Une hiérarchie classique. Sauf que, Sauf que c'est là qu'on sort la loupe statistique. Et notamment une donnée qui est devenue la référence pour évaluer les gardiens Mendy. Le PSXG-GA. alors attends, PSXG-GA, il faut qu'on explique ça simplement, parce que ça a l'air un peu barbare. Oui, c'est plus simple que ça en a l'air. En gros, c'est pour post-shot expected goals minus goals allowed. D'accord. En fait, un algorithme analyse chaque tir que subit un gardien. La vitesse, l'angle, la position. Et il calcule combien de buts un gardien moyen aurait dû encaisser. Ok. Et ensuite, on compare ce chiffre au nombre de buts que le gardien a vraiment encaissés. D'accord. Donc si le score est positif, ça veut dire qu'il a fait des arrêts impossibles et qu'il a sauvé son équipe. C'est ça. Et si c'est négatif, Il a pris des buts qu'un autre gardien aurait peut-être arrêtés. c'est la mesure parfaite de sa capacité à être décisif. Et là, quand on l'applique à nos deux gardiens, on tombe de notre chaise. Vraiment. On commence par le numéro 2, Mori Diao. D'accord. Il a un gros avantage. Il est titulaire en Ligue 1, il a le rythme. Mais son score PSXG-GA par 90 minutes est de moins 0,14. Moins 0,14. C'est négatif, ce qui n'est pas un bon signe. Bon, c'est même assez inquiétant. Pour être précis, l'analyse le place dans le 9e percentile des gardiens de Ligue 1 sur cette stat. Le 9e percentile. C'est-à-dire? Ça veut dire que 91% des gardiens du championnat de France font mieux que lui pour arrêter les tirs difficiles. Waouh! Statistiquement, l'analyse le qualifie de sous-performant. Ah oui, c'est très bas. Il est dans le fond du panier de la Ligue 1 sur ce critère-là.
Et maintenant, j'imagine que le choc arrive. Qu'est-ce que ça donne pour le numéro 3, Yevan Diouf? C'est là que le paradoxe est total. Les stats de Diouf sont qualifiés d'impressionnantes. Tenez-vous bien, son score PSXG-GA par 90 minutes est de plus 0,43. Plus 0,43. Attendez, on passe de moins 0,14 à plus 0,43. L'écart est juste colossal. Compte, l'analyse estime que sur la saison dernière, il a évité près de 15 buts à son équipe. 15 buts. 15 buts. C'est le genre de performance qui, à elle seule, peut maintenir un club en première division. L'analyse dit même qu'il est le gardien qui évite le plus de buts de tout le championnat. C'est incroyable. Franchement, la première fois que j'ai vu ces chiffres, j'ai cru à une erreur. L'écart est tellement énorme qu'on se demande si on ne lit pas le graphique à l'envers. Donc si je résume pour être sûr de bien comprendre le truc. Le gardien numéro 2 officiel est, d'après les stats les plus fines, l'un des moins performants de son championnat sur les arrêts décisifs. C'est ça. Et en même temps, le gardien numéro 3 est, selon ces mêmes données, l'un des tout meilleurs d'Europe, un véritable sauveur d'équipe. C'est exactement ça. La performance statistique brute inverse complètement, mais alors complètement, la hiérarchie du coach. Face à un écart pareil, la question est évidente. Qu'est-ce qui se passe dans la tête du sélectionneur Pape Thiaw? Les chiffres sont quand même aveuglants. Pourquoi il semble les ignorer? Je ne pense pas qu'il les ignore. Je pense plutôt qu'il ne les considère pas comme le critère numéro 1 pour son tenir. Numéro 2. D'accord. On est au cœur de la stratégie et de la gestion d'un groupe là. Le coach, il privilégie sans doute d'autres choses. La constance du temps de jeu, par exemple, et le fait de bien connaître le groupe. Moridio, Malé, ses stats, il joue tous les week-ends. Il est dans le rythme. Il est dans le rythme, il est exposé à la pression. C'est ce qu'on appelle une quantité connue. Je comprends l'idée de la fiabilité, mais est-ce que ce n'est pas un raisonnement un peu risqué? Choisir un joueur moins performant statistiquement juste parce qu'il connaît la maison. Le jour où le titulaire se blesse, ça peut coûter très cher, non? C'est un risque énorme. C'est tout le pari du sélectionneur. C'est un arbitrage. Il se dit peut-être que le rôle de numéro 2, c'est un rôle très particulier. C'est pas juste être bon. Non. C'est accepter de ne pas jouer, c'est soutenir le numéro 1, c'est ne pas faire de vagues. Diao a cette maturité. Le coach choisit peut-être la sécurité pour l'ambiance du vestiaire, en pariant sur le fait que Mendy jouera tous les matchs. C'est donc un pari sur la santé de son numéro 1. Exactement. Et si jamais il y a un problème, le calcul peut être terrible. Passer de Mendy à un gardien qui, statistiquement, est en difficulté, dans un match coup près, ça peut être fatal. Mais alors Diouf, pourquoi le prendre en numéro 3 s'il est si fort? Logiquement, il devrait être le numéro 2, non? Et c'est là que le choix du coach devient peut-être plus malin qu'il n'y paraît. Avoir Diouf dans le groupe, même en numéro 3, ça a deux énormes avantages stratégiques. Ah! Le premier, c'est la pression, la compétition. Moridio, il sait qu'il a juste derrière lui un jeune phénomène avec des stats de folie. Ça l'oblige à être à 200% à chaque entraînement. Ça tire tout le monde vers le haut. D'accord, ça pousse tout le monde à s'améliorer, et j'imagine que ça prépare l'avenir aussi. C'est un excellent point. On l'intègre, on l'acclimate à la pression de la sélection. C'est un bénéfice à long terme, c'est sûr. Ouais. Mais il y a un avantage immédiat. Pour cette CAN, Diouf, il devient une sorte d'arme secrète. Une assurance vie. C'est ça. Une assurance vie basée sur la performance pure. Le coach a sa hiérarchie pour la stabilité. Mais en cas d'urgence absolue, si Mendy est suspendu et Diao se blesse, il sait qu'il a sur son banc un gars capable de faire des miracles. C'est une option, on casse la vitre en cas d'urgence. On a le choix de la stabilité avec Diao et le choix de l'exploit avec Diouf. C'est une profondeur de banc assez unique finalement. C'est une très bonne façon de voir les choses, oui. Le coach a bâti une architecture à 3 niveaux. Le monument intouchable, Mendy. Le lieutenant fiable, Diao. Et le joker au talent explosif, Diouf. La hiérarchie n'est donc pas basée sur la performance pure. Non, mais sur des rôles, des fonctions très précises au sein du groupe. Donc pour résumer, on a une situation bien plus complexe qu'on ne le pensait. Le Sénégal part défendre son titre avec un numéro 1 de classe mondiale, Edouard Mendy. Ça, c'est la certitude. Mais derrière lui, ce n'est pas une simple file d'attente. C'est un échiquier, un pari stratégique où la hiérarchie officielle est complètement contredite par les statistiques. C'est la synthèse parfaite. Pape Thiaw a fait son pari. Il a mis dans la balance les facteurs humains, l'expérience, la gestion de groupe, et de l'autre côté, les données froides. Il a créé un paradoxe volontaire. Et au coup d'envoi de la compétition, la question ne sera donc pas seulement de savoir si le Sénégal
peut garder son titre, Mhm. mais aussi de voir si ce calcul, cette hiérarchie à contre-courant des chiffres, va se révéler être un coup de génie ou une faille critique dans l'armure du champion. Une faille qui pourrait s'ouvrir au pire des moments. Et ça nous laisse avec une dernière pensée qui va même au-delà de cette canne. Ce cas d'école, il illustre parfaitement la tension qui existe dans tout le sport de haut niveau aujourd'hui. L'intuition contre la data. D'un côté, l'intuition du coach, son ressenti humain. De l'autre, des montagnes de données objectives qui disent des choses parfois invisibles à l'œil nu. La question, ce n'est plus « faut-il utiliser les données ?» Point. Ça, c'est acté. La question, c'est jusqu'où on leur fait confiance? Exactement. Jusqu'à quel point ces données doivent dicter une décision aussi capitale que la composition d'une équipe qui joue un titre continental. Pape Thiaw a donné sa réponse. Reste à voir si le terrain lui donnera raison.